Il est quasiment 10 heures. Vous allez en savoir plus sur la musicothérapie. Déjà, est-ce que vous connaissez, vous, Nicolas, la musicothérapie? Du tout. Et vous, Hélène, vous avez déjà entendu parler de la musicothérapie? Oui, un petit peu, oui. Ouais. Pour vous, ça serait quoi la musicothérapie, Hélène? C'est faire du bien avec la musique. Alors, est-ce qu'on se fait du bien avec la musique? Madame la musicothérapeute, Émilie, s'il vous plaît. Alors en musicothérapie, donc on va accompagner les personnes qui souffrent de différents troubles. Ça peut être des troubles de la personnalité, des troubles de l'humeur, des troubles neurologiques. Enfin, du coup, il n'y a pas de contre-indication à la musicothérapie. Il suffit d'y être sensible et réceptif. Et du coup, ça va être un travail thérapeutique à moyen ou long terme pour travailler autour d'objectifs définis. Avant de revenir sur le travail, précisément, vous me parlez de réceptivité, de réception. Est-ce qu'on est tous réceptifs? On est tous réceptifs au monde sonore qui nous entoure, mais tous de manière différente. C'est là que le travail du musicothérapeute doit se préciser en fonction de chaque patient qu'il a en face de lui. Et alors, le son est utilisé pour soigner quoi, précisément? Ça peut être travailler la mémoire. Donc avec les personnes qui souffrent par exemple de démence de type Alzheimer, on va pouvoir aller susciter une mémoire qui est défaillante, mais finalement qui est encore bien là. Et ça va permettre de pouvoir se rappeler de souvenirs alors à travers des paroles de chansons, voilà, des émotions qui sont liées à cette chanson. Donc une période de l'histoire de vie qui est liée à cette émotion, qui est liée à cette chanson, etc. Émilie Trommer, ça se passe comment une séance de musicothérapie? Alors, il y a deux types de musicothérapie. Il y a la musicothérapie réceptive, où là, on va écouter des sons et on va demander aux patients, enfin, on va proposer aux patients de s'exprimer, alors de manière verbale, de manière graphique ou de manière corporelle par rapport à ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti pendant l'écoute. Et on a tout le pan actif en musicothérapie, où là, on va produire des sons. On va être dans un échange sonore avec nos patients pour leur permettre de communiquer autrement que par le verbal. D'accord, donc c'est soit moi qui écoute, soit vous qui m'écoutez. Oui, il y a les deux. Voilà, pour faire un peu simple. Oui. Là, on voit sur l'affiche de ces journées européennes de la musicothérapie un instrument de musique, en l'occurrence c'est un piano. Oui. Est-ce que le piano est obligatoire? Est-ce qu'il y a des instruments de musique qui sont obligatoires? Parce que là, on va être clair, sur le plateau, vous n'avez aucun instrument, il n'y a rien. On aurait bien voulu que vous nous fassiez une petite séance de musicothérapie, mais il faut se mettre en condition et c'est pas aussi simple que sur l'affiche finalement. Non. Alors, il n'y a pas d'instrument thérapeutique défini. Tout ce qui produit du son peut être utilisé en musicothérapie. À savoir qu'on a tous un instrument de musique qu'on utilise, c'est notre voix. On a notre corps aussi qui produit des sons et qui peut être utilisé en musicothérapie. Et tout ce qui nous entoure. Donc oui, on peut utiliser un piano, mais on peut utiliser aussi la table. On peut utiliser... Tout ce qu'on veut. Voilà, tout ce qu'on veut. Ce sont des séances individuelles ou collectives? Il y a les deux. Après, on fait passer un bilan psychomusical. Et en fonction de ce premier bilan, quel premier lien, le premier contact avec notre patient, on va définir si le suivi sera individuel ou de groupe. Et on va définir quoi un bilan psychomusical, Émilie Trommer? Parce que j'aime beaucoup les beaux mots comme ça, mais j'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est. Alors c'est tout d'abord un entretien, une première prise de contact, parce qu'entretien c'est un peu un gros mot, mais une première prise de contact où on va se présenter au patient, où il va pouvoir se présenter à nous, où on va déjà déterminer un petit peu quel est son environnement sonore, quel a été son environnement sonore aussi par le passé. Et puis ensuite, on va faire passer un test réceptif, où on va lui proposer plusieurs écoutes, après lesquelles il va devoir s'exprimer. Et puis un test actif, où là, on va lui proposer des objets sonores et on va évaluer comment il se comporte par rapport à ces objets sonores. Étant entendu, évidemment, qu'il faut pouvoir écouter. Donc, ne pas avoir de problème auditif. Il est possible aussi de travailler avec des personnes qui souffrent de troubles auditifs, puisqu'il y a des instruments ou des objets sonores qui permettent de travailler au niveau des vibrations. Par exemple, tout ce qui est instrument en bois, ou en tout cas sur planche de bois. Voilà, on travaille plus sur le vibratoire, ce qui améliore l'audition malgré les troubles auditifs. Alors, c'est la musicothérapie. Je disais tout à l'heure... arrêtez-moi si je me trompe, j'ai entendu dire qu'il fallait une prescription médicale pour vous consulter. Expliquez-moi. Alors, au moins une indication. Alors, quand on travaille en institution, comme le métier n'est pas encore reconnu et oui, c'est tout le paradoxe, j'allais y venir justement, parce qu'un métier pas reconnu, mais on demande de passer par un professionnel du médical pour pouvoir quelque part, pousser votre porte. Valider la demande. On est encore dans un pays où le médecin c'est un peu flou. a un pouvoir, enfin en tout cas une parole plus importante peut-être, et du coup le fait que ce soit lui qui fasse cette demande, ça valide l'importance aussi et les valeurs de la musicothérapie.
Alors comment devient-on musicothérapeute? Après, moi, j'ai fait 5 années d'études à l'université, mais en France, il y a des formations qui vont entre 3 et 5 ans, qui sont reconnues par la Fédération française de musicothérapie et qui nous permettent d'être musicothérapeute à l'issue. Alors le problème, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hélène et Nicolas, mais finalement, c'est comment est-ce qu'on peut trouver un musicothérapeute? Parce que vous n'êtes pas reconnu, donc c'est compliqué. On va chercher sur la Fédération de la musicothérapie pour essayer de savoir quels sont les bons des moins bons, ou ceux qui sont reconnus en tout cas. Alors bon ou moins bon, je suis personne pour en juger, mais par contre, effectivement, quand on a poursuivi des études reconnues par la Fédération française de musicothérapie, on peut s'y affilier. Et sur leur site internet, vous pouvez retrouver le registre des musicothérapeutes en France reconnus par cette fédération. Donc ça veut dire qu'il y a des pseudo-musicothérapeutes, il faut quand même faire très attention. Alors aujourd'hui, le titre n'est pas réglementé, on y travaille sérieusement et c'est aussi au travers de ces journées-là, ces journées européennes ou la journée mondiale qu'on peut faire parler de notre métier. Et oui, je pense que, moi j'indique toujours, quand on veut faire appel à un musicothérapeute, demandez-lui d'où il vient, quelle formation il a. Et puis à un moment donné, demandez-lui combien ça coûte aussi. Aussi, bien sûr. Émilie Trommer, en moyenne, ça coûte combien? Je dirais une séance, c'est 50 €. Pas remboursé. Ça peut être remboursé par certaines mutuelles. La musicothérapie, vous savez combien vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté? Non. Très peu. Peu. J'ai regardé, mais très très peu, et je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose derrière ça, et pourtant, il semble que ça fasse partie, en tout cas, des thérapies très très à la mode. Alors, on dit que vous ne soignez pas, mais qu'en tout cas, vous apportez du bien-être. Alors, on ne guérit pas, mais on peut soigner. Voilà, on va jouer sur les mots, c'est important. N'oubliez pas, qui parle sème, qui écoute récolte aujourd'hui. Bon, très bien, Émilie Trommer. Vous voulez peut-être poser une question sur la musicothérapie, peut-être, Hélène? Je vous ai senti très réceptive, en tout cas très attentive. Moi, ça me touche particulièrement parce que moi, je suis musicienne, donc du coup, je vois bien tout à fait ce que ça fait. Et j'ai eu dans ma famille des gens qui avaient Alzheimer et je vois très bien ce que ça peut faire. Donc, moi, je ne doute absolument pas des capacités de la musique et d'un instrument de musique soit à aller au-delà de son trouble ou soit juste à apporter du bien-être. Vous avez senti autre chose de particulier? Qu'est-ce que ça pouvait faire? Vous disiez, pour les malades d'Alzheimer, c'est sûr que ça agit sur la mémoire antérieure, quoi. En fait, comme ils n'ont pas la mémoire du présent, si on leur chante par exemple des chansons qui se rappellent de leur enfance, ça marche, c'est vrai. Ça, c'est clair et net, c'est vrai. J'ai entendu dire, vous m'arrêtez si je me trompe, un certain album de Patrick Bruel où il y avait des reprises avec Mon amant de Saint-Jean, était passé régulièrement, notamment aux patients d'Alzheimer, parce que ça leur rappelait, ça rejoint ce que vous dites, finalement des souvenirs, parce que ce sont des chansons un petit peu anciennes. Ça avait été d'ailleurs un gros succès, parenthèse refermée. Mais j'imagine qu'il y a d'autres chanteurs, d'autres chansons, d'autres instruments de musique qui rappellent des souvenirs. Tout peut être utilisé du moment où ça a une importance et où ça a eu un impact dans l'histoire de vie du patient.